Bonjour et bienvenue dans le talk-show Poétisons le monde de Poésia, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de personnes créatives et engagées à enchanter notre société dans le respect du vivant. Quand tu parles de poésie, ça parle à tout le monde. Et parce que je considère que c'est un espéranto en fait aujourd'hui. Parce que c'est la langue c'est une langue universelle qui va du cœur au cœur en fait. Si je me dis ce que tu le fais pas pour toi mais pour le monde. Et c'est vraiment un vrai rappel en fait de ça, comment être en service. Et c'est ça le but en fait. Au final, c'est que la poétisation du monde soit faite parce qu'elle est bénéfique à tout le monde et qu'on vivra tous ensemble dans un monde plus beau. Aujourd'hui, nous sommes au café-restaurant Les Éditeurs, à l'occasion de la journée de la poésie, avec Vincent Avanzi, qui est Chief Poetic Officer, artiste, conférencier, plume de dirigeant, auteur du livre Trouver son point génial et globetrotter. Bonjour Vincent. Enchanté Natacha. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de nous recevoir. Et du coup, on est dans un de tes endroits préférés, dans le thème du jour, autour des mots, l'écriture, la poésie. Alors pour la petite histoire, nous on s'est connectés sur LinkedIn. À l'époque, j'avais vu tes posts et tout, et j'avais été interpellée justement par ton titre, Chief Poetic Officer. Et ça m'a vraiment donné envie de te connaître pour savoir exactement comment toi, à ton échelle, tu poétisais le monde. Et puis on s'est rencontrés et c'est là que tu m'as partagé un peu plus sur ce que tu faisais. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment une mission commune, cette envie de poétiser le monde à travers les mots, mais pas que. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait intéressant de t'avoir aujourd'hui dans ce talk-show pour parler de ton parcours et de ton métier. Et pour commencer, j'aimerais te demander comment est-ce que tu poétises le monde à ton échelle? Et parce que nous sommes des âmes sœurs et des âmes frères poétiques. Déjà, en fait, tu sais, le titre de Chief Poetic Officer, je suis très content de l'avoir trouvé et de le mettre en avant, ce côté poétique. Parce que c'est aussi une manière, tu sais, dans le côté la poétisation du monde, il y a aussi le côté un peu révolutionnaire d'imposer une autre réalité au monde, de changer le statu quo. Et justement, le fait de mettre ça en avant, le fait que ce soit possible de vivre de la poésie, d'être un poète des temps modernes, etc. Et je trouve que ça envoie un message, pour le coup métaphorique, que chacun peut trouver sa voix, peut la créer, ce que j'ai fait, et que chacun peut mettre en gros sa singularité au service de l'humanité. Et je pense que c'est une première manière de poétiser le monde, c'est que chacun puisse avoir l'audace d'être vraiment qui il ou elle est, pour vraiment trouver sa lumière et ensuite resplendir le monde avec. Ça, ce serait une première chose de comment poétiser le monde, à son échelle, à titre personnel, et puis après trouver une cause dont le monde a besoin, qu'il peut servir, qu'il ou elle peut servir, et puis ensuite regarder comment, après le réenchantement du monde, comment est-ce qu'on peut coécrire le monde ensemble, coécrire l'avenir ensemble. En fait, comment est-ce que, moi je suis un fervent croyant du but ultime en fait de l'humanité, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble en harmonie. Et justement, l'harmonie, elle se fait en fait au niveau aussi sociétal et mondial, dans le fait que chacun puisse être dans sa zone de talent pour servir, entre guillemets, le vivant. Et alors pourquoi, selon toi, ce serait tellement important de poétiser le monde, chacun à son échelle? On vit dans une matrice, chacun vit dans une matrice personnelle à travers son prisme, son regard, etc. Et je pense que pour avoir aussi une vision commune ou quelque chose où en fait on puisse partager un horizon commun, il y a aussi le fait de voir pas juste le monde physique, mais aussi voir l'invisible, le beau, le bien, le bon, le subtil, etc. Et c'est vrai que quand on poétise le monde, il y a ce côté un petit peu d'aller chercher le supplément d'âme. Comment tu peux te connecter à quelque chose de plus grand que toi, de plus beau, de plus noble. Et je pense que c'est bien aussi de sortir juste de soi pour aller se connecter à quelque chose de plus grand en fait, qui nous dépasse. Et je pense que c'est ça en fait qui crée aussi une spirale aussi où en fait on est des messagers, on est des vecteurs, on est des vortex aussi où est-ce qu'on peut co-créer le monde ensemble. Et je trouve ça beau en fait d'aller vers ça en fait. C'est quelque chose, c'est de l'ordre de la foi. Il y a deux mots que j'aime beaucoup en fait dans le champ lexical, c'est à la fois l'alignement, comment on peut s'aligner, soit avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, ses valeurs, ses actions, etc. Puis aussi l'élévation, comment est-ce qu'on peut aussi s'élever tous ensemble vers un monde plus beau demain en fait. Et c'est justement aussi dans ce sens que moi j'ai créé Poésia, de se dire oui, il y a les mots, on crée avec les mots, les pensées, c'est déjà le point de départ. Et finalement, au-delà des mots, chacun en fait peut, comme tu dis, les leaders poétiques, on peut tous poétiser le monde, on est tous des poètes, chacun à son échelle. Et donc c'est là où on se rejoint aussi, c'est à la fois écrire, mais aussi dans les actions du quotidien. On peut amener cette poésie en fait dans le monde. Ouais, absolument. Et tu sais, je faisais la réflexion aussi en venant, tu vois, mais tu sais, poésie, c'est en grec ancien, ça veut dire créer et faire. Donc le poète, c'est pas juste un rêveur. Et c'est aussi un acteur du changement, un créateur du nouveau monde, etc. Même dans l'Antiquité, à la base, les poètes, c'était ceux qui étaient au centre de la cité pour donner un horizon possible pour demain. Et en fait, la poésie, c'est pas juste, c'est un art à la fois qui est de l'art thérapie pour s'évader et aussi de l'art utopie pour essayer d'imaginer d'autres possibles. Et en fait,
c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre du pur rêve, c'est quelque chose qui est très ancré dans la réalité. Tu vois, moi, des fois, quand j'écris de la poésie, c'est aussi une manière de, ou même que ce soit la poésie ou le poétique, c'est habiter poétiquement le monde. Il y a aussi ce truc-là, en fait, c'est aussi une manière d'être en méditation, en contemplation. Quand il t'arrive quelque chose dans la vie, en fait, le fait de pouvoir avoir cet échappatoire-là, ou en fait de passer du présent au futur. C'est-à-dire que j'ai une situation, quelle qu'elle soit, comment est-ce que je l'améliore? Et en fait, me connectant à ça, en fait, à cet idéal, à l'essentiel, je vais vers quelque chose, de pas se passer du présent à l'avenir, de ta vie à quelque chose de mieux demain. Donc, il y a vraiment ce truc-là de... Ce que je veux dire, c'est que la poésie, c'est pas hors sol, en fait. C'est vraiment ancré dans une réalité. Tu vois, et c'est Napoléon Hill qui disait un rêve est un but avec un délai. Et tu vois comment tu mets en fait effectivement le rêve et l'action le même piédestal. Mais c'est pareil en fait. Je pense que dans la poésie en fait c'est pas juste le fait de rêver à autre chose. C'est un vrai truc qui est même de l'ordre encore une fois de la thérapie et de l'utopie. C'est comme un processus de méditation, de contemplation, même de lévitation parce que ça te fait aller vers l'ailleurs, etc. Et j'ai un ami poète libanais qui s'appelle Mahdi Mansour qui a fait un TEDx justement sur le fait où il explique en fait, parce que c'est une PhD aussi en physique, il explique que les scientifiques et les poètes ont le même regard initial, de l'ordre de l'émerveillement, et sur les phénomènes naturels du monde, etc. Et il y en a un qui va le retranscrire en chiffres, et l'autre en mots. Mais tu vois, donc il y a ce même truc-là de contemplation, et je pense que dans la vie du quotidien, la poésie, effectivement, a aussi cette utilité-là, de pouvoir transcender le réel, et puis te faire aller sur le roller coaster aussi des événements de la vie pour pouvoir les affronter, les traverser, et puis ouais, t'améliorer, hein. Moi, j'aime bien comme slogan, c'était le slogan de mon livre Trouver son point génial, c'est comment est-ce que tu peux trouver ta plus belle version et t'engager dans ta plus noble mission. Tu vois, d'aller vraiment dans quelque chose de beau, de noble, et c'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que j'aime bien dire que la poésie sauvera le monde, de la même façon que la beauté sauvera le monde. Et puis, comme je disais juste avant, effectivement, qu'on est tous des poètes, parce qu'on a tous cette capacité en nous de faire rejaillir à la fois ce génie artistique, mais aussi cette manière d'être au monde, qui est une manière d'être, en fait. C'est Jacques Prévert qui disait, je reviens souvent au monde de l'enfance, en fait, qui est très poétique, en fait, très innocent, très inconscient, qui disait que les enfants ont tout, sauf ce qu'on leur enlève. Donc, justement, c'est de revenir, en fait, dans ce côté un petit peu... ouais, de s'enlever en fait du mental en fait, d'être plus dans son flow, tu vois, d'être dans, ouais, ouais, dans sa vérité, tu vois, de faire les choses naturellement, tu vois, que ce soit fluide en fait, ça beau en fait. Mais tu le vois en fait, que ce soit dans les relations que tu as avec autrui, tu vois, quand c'est fluide ou pas, quand c'est pas forcé. C'est pour ça que l'audace d'être soi, c'est pas le fait d'imposer une réalité aux autres, c'est bien évidemment, avec le respect d'autrui, mais tu vois, c'est le fait de, tu vois, on a besoin des gens qui vivent de leur propre lumière pour éclairer le monde, et puis pour, par mimétisme aussi, t'autoriser à, et puis qu'on puisse tous être ouais, des lucioles pour le monde de demain, en fait. Pas pour aujourd'hui et demain. Et donc, rester des enfants, s'émerveiller devant une fleur, devant chaque chose, garder cette pureté, en fait, face à la vie, au vivant. Et j'aimais bien aussi ce que disait Victor Hugo sur la mission du poète qui est prophète, qui est visionnaire, en fait. Et finalement, ben, tu parles de cette... Oui, on peut dire qu'il est perché dans les nuages, mais en fait, c'est comme s'il voyait un monde possible et qu'il essaye de le ramener, en fait, dans la réalité en mettant des mots, finalement. Et du coup, je trouve que c'est une belle image pour dire ce qu'on peut apporter et aussi amener le monde à évoluer vers autre chose, en fait. Absolument, et il y a un truc que j'adore, en fait, comme mantra de sa part, à Victor Hugo. Il disait un poème, de la révolution à l'harmonie. Je trouve ça très beau, en fait, parce que c'est de très bonnes étapes, en fait, que le monde a besoin de traverser, ou même toi, d'ailleurs, en plus. Comment est-ce que tu te révolutionnes, toi, ou tu vois, le monde, en fait, a besoin de changer, de passer par les étapes pour ensuite atteindre l'harmonie. En fait, je trouve que c'est un beau cap, en fait, à l'horizon à garder, en fait. Donc, et ouais, dans le côté poète aussi, prophète, mais côté poète explorateur, en fait. Tu explores des nouvelles voies pour demain, et puis tu essaies d'en faire advenir certaines. Et puis aussi, c'est aussi là où, dans la poésie, il y a à la fois le pouvoir des mots, le pouvoir des rêves et le pouvoir d'être soi. Et dans le pouvoir des mots, c'est aussi ça. Moi, sur le côté leader poétique, c'est comment est-ce que tu travailles ta capacité d'influence, à la fois avec ton éloquence, à la fois avec ta prise de conscience du monde, et puis ta cohérence personnelle. Et en fait, qui que ce soit, quel que soit ton combat, ta cause, ton idéal, ce en quoi tu crois, ou tes valeurs, etc., en fait, qu'on puisse tous devenir des leaders de cela, en fait. Tu vois, d'apporter un petit peu, il y a de la grâce dans l'audace, et tu vois, de pouvoir à travers les mots, pouvoir changer le monde, en fait. Peut-être que tu changes, en fait, la conversation, en fait. Tu
Tu vois, des mots précèdent la réalité. Il y a ce côté un petit peu verbe créateur aussi. Donc, c'est beau aussi d'employer des beaux mots qui sont aussi connectés à l'émerveillement. Tu vois, et quand tu parlais d'émerveillement, là, juste avant, l'émerveillement, c'est vraiment, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est vraiment une forme de méditation, en fait. Tu vois, c'est pas juste, quand tu t'émerveilles de quelque chose, ouais, tu oublies tout le reste, en fait. Tu redeviens quelque chose, tu reviens dans une forme de simplicité, d'essentiel, etc. Et puis après, tu reviens pour adresser la complexité du monde après. Mais tu vois, c'est beau de prendre ce recul, cette hauteur-là, et puis pouvoir revenir, en fait. C'est une bonne bouffée d'air et d'inspiration pour repartir. Puis on a une belle langue. Et on a une très belle langue aussi. Et en écrivant, on se rend compte de toute la diversité des mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, mais en fait qui nous font voyager, qui nous apportent, je sais pas, de la beauté en fait, rien qu'à travers quelques mots comme ça associés. Ouais, et c'est ce truc-là, en fait, tu vois, un poème, c'est aussi ce truc-là, ça crée des images, à la fois un effet de surprise quand tu changes, en fait, ce que tu allais dire, en fait, pour trouver une tournure de phrase qui soit différente, mais aussi, ouais, ça crée des images fortes qui sont indélébiles après. Et tu vois, ça te fait voyager, c'est beau, en fait, le ressenti, tu vois. Ça te met dans une forme à la fois d'harmonie intérieure, mais de sérénité aussi, tu vois. Et puis tu voyages, c'est beau, en fait, c'est doux, c'est léger, je trouve ça beau, en fait. J'aime bien le silence aussi, parce que bah, tu vois, je trouve ça beau, en fait, un concert de silence. Même dans mes ateliers, quand je fais écrire des poèmes à des participants, des collaborateurs, des dirigeants, des gens en prison ou des enfants, je pars toujours dans un concert de silence sur la partie écriture. Et des fois, je mets des musiques un peu contemplatives ou méditatives pour qu'ils puissent aussi s'évader. Ça donne un petit peu aussi du flow aussi dans la mélodie, tu vois, dans la musicalité du texte. Mais ouais, c'est beau, le silence, c'est beau, en fait, pour pouvoir accueillir ce qu'il y a, en fait. Moi, un de mes mantras quand je devais trouver un mantra perso pour ma vie, je me disais qu'il y a un mantra que j'aimais bien, c'était accueillir la vie et cueillir l'avenir. Je vois dans les deux sens aussi. Donc comme on est aujourd'hui ou en ce moment la journée de la poésie, tu vois, c'est beau, qui est aussi la journée du printemps, début du printemps, tu vois, c'est beau en fait d'être dans cette forme d'éclosion, de semer des graines dans les possibles, etc. Et pour pouvoir ouais, créer demain en fait. C'est quoi ton parcours en fait pour arriver jusqu'à ce métier de Chief Poetic Officer? Tu peux nous en dire plus justement sur tes aventures qui t'ont mené jusqu'à cette étape? Moi, je suis passionné de hip-hop depuis mon adolescence. Donc j'ai plus eu cette culture-là de la poésie orale et sur des personnes qui parlaient avec beaucoup de hargne de leur combat de vie, avec un côté très vital. Pour les gens qui vivent dans des cités, dans les ghettos, etc. J'écoutais beaucoup de rap américain parce que j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'ai toujours été bercé par ouais, cette puissance des mots pour le coup. Et parce que ouais, tu ressentais vraiment une émotion, parce que c'était pas, entre guillemets, c'était pas juste des chansons d'amour, ouais, il se passait un truc, quoi. Et c'était assez bouleversant, tu vois. Et en fait, j'ai toujours été passionné par ça, et puis à un moment donné, j'ai voulu passer d'auditeur passionné à moi aussi, écrivain, rappeur ou poète, etc. Et en fait, il y a eu le temps aussi de trouver ma voix. Tu vois, au début, est-ce que c'était parolier, rappeur qui me correspondait? C'était quoi justement ma voix, ma singularité? Et au fur et à mesure du temps, en fait, dans mon parcours, parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé une carrière en entreprise. Je travaillé pendant 5 ans chez Microsoft, j'étais un peu start-upper aussi. Et j'ai eu la chance de partir faire 2 tours du monde à l'âge de 25 et 32 ans. Enfin 24 et 32 ans, des tours du monde qui m'ont été offerts par la vie, par Air France qui a voulu me mettre sur des chemins, de changer mon parcours, mon chemin de vie pour faire découvrir un peu le monde et voir un petit peu quelle était pour le coup ma mission de vie. Et c'est là où j'ai découvert le concept de l'harmonie. J'ai eu une vraie rencontre avec le mot de l'harmonie. Je dis souvent que c'est arrivé à un moment donné où j'avais pas besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, mais de l'harmonie. Quelque part, quand j'étais en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana. Et en fait, c'est devenu ouais, ma mission de vie, parce que je considérais que c'était un des mots les plus essentiels pour l'avenir de l'humanité. C'est à la fois l'harmonie intérieure de soi, avec les autres, dans la nature, les organisations, les religions, la musique, les galaxies, etc. Et ce truc-là, en fait, qui peut être notre dénominateur commun pour créer le monde de demain. Et du coup, c'est devenu ma mission de vie, ça. Et puis après, en fait,
5 ans après, en fait, je me suis dit, c'est quoi mon fil conducteur de ma vie, en fait, à travers toutes ces expériences-là. Et j'ai regardé, en fait, c'était vraiment la plume, en fait. Je me suis toujours servi de la plume, même quand j'étais en entreprise, à envoyer des freestyles à Steve Ballmer quand j'étais chez Microsoft, ou même faire des chansons, d'autres choses. Mais je me suis dit, OK, là-dedans, c'est quoi mon rôle dans la poésie, en fait? Et en fait, je me suis souvenu la citation de Steve Jobs qui disait Connect the dots, connecte les dons de ton profil, de ton passé, de ton présent, ce que tu veux. Et moi, ça a été la convergence entre une passion pour la poésie, des compétences en entreprise et tout le travail en développement personnel ou en exploration culturelle, spirituelle, de développement personnel aussi, dans mes tours du monde. Et en fait, le tout a fait des conférences poétiques en entreprise. Quand j'essayais de regarder en fait comment je pouvais trouver ma voix dedans. Donc j'ai enlevé la partie musicale et je me suis focalisé sur ce qui était vraiment la poésie, de revenir aux vertus même de la poésie, comment elle pourrait être utile, et puis aussi le dégenrer, parce que je voulais, le but était dans la coécriture du monde de demain, comment est-ce que tu arrives à parler à tout le monde? C'est ça la question que je me posais. Comment tu arrives et c'est ça la thématique de mes formations aussi en entreprise, ou même pour devenir un leader poétique, peu importe l'entreprise, mais quelle que soit ta cause. Et c'était comment est-ce que tu arrives à écrire et délivrer un discours personnel à vertu universelle. On dit souvent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je considère que grâce à la poésie, il y a une fine ligne où tu peux réussir à parler à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu dégenrer, passer juste, parce qu'on dit des fois, on me dit ouais, ça ressemble à du slam, autre chose, etc. Oui, sauf qu'en fait, moi, je veux vraiment utiliser le terme de la poésie, parce que c'est ça, en fait, parce qu'il y a 1001 façons de faire de la poésie, enfin, il y en a 8 milliards, en fait. Donc, c'est trouver ton propre style à toi, ta plume, etc. Et je voulais qu'en fait, ça puisse parler à tout le monde, du petit enfant qui a 5 ans, qui a appris un poème par cœur, entre guillemets, la grand-mère qui a 99 ans, ou au chef d'entreprise, ou au mec qui est en prison, aux quatre coins du monde, etc. Quand tu parles de poésie, ça parle à tout le monde. Et parce que je considère que c'est un espéranto, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est la langue c'est une langue universelle qui va du cœur au cœur, en fait. Et c'est ça, en fait, donc tu bypasses tout le reste, en fait. J'essaie de toucher l'universel et de voir comment la poésie pouvait avoir un impact sur le monde, aujourd'hui, et qui puisse avoir une utilité aussi, au-delà de sa beauté, pour servir le monde de demain aussi. Donc ça a été ça, et donc le parcours, ouais, du coup, ça fait 10 ans que je fais ce que j'ai trouvé ma voie. Moi, je l'ai créé, parce que ça n'existait pas. Et donc ouais, c'est beau, et puis c'est ça qui est beau aussi dans la singularité aussi dont je parlais au début, c'est que en fait, il n'y a personne d'autre qui fait ce que je fais, entre guillemets. Donc en fait, je suis hyper cool dans un boulevard où en fait, je fais ce que je veux, et pour tester des choses, et ouais, donc j'ai pas de concurrence, et de toute façon, même si j'ai des poètes qui viennent sur ce credo-là, etc., parce qu'il y en a qui peuvent arriver, c'est des alliés, en fait. Tu vois, c'est ça le truc, en fait, dans la coécriture du monde de demain, c'était de la coopétition, même pas de la coopétition, c'est de la coopération pure, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide sur la poésie, avec grand plaisir. On est des alliés, en fait, parce qu'en vrai, en fait, l'un, en fait, parce que ça m'aide aussi, de toute façon, à évangéliser le marché, comme on dit, et parce que le but, c'est que tu sais, moi, j'ai toujours ce mantra-là que je me donne et que je me répète quand je vais sur scène. C'est justement pour enlever le côté égo, responsabilité ou autre, et être en service. Je me dis, ce que tu le fais pas pour toi, mais pour le monde. Et c'est vraiment un vrai rappel, en fait, de ça, comment être en service. Et c'est ça le but, en fait. Au final, c'est que la poétisation du monde soit faite parce qu'elle est bénéfique à tout le monde, et qu'on vivra tous ensemble dans un monde plus beau. Et tu vois, on dit le bonheur des uns peut pas faire le bonheur des uns peut pas faire le bonheur des autres. Moi, je considère l'inverse, c'est que le bonheur des uns peut faire le bonheur des autres, en fait. Tu vois, pareil, Frédéric Ochet aussi, en fait, c'est le karma, en fait. Tu vois, donc, Et si on s'inspire du vivant, puisque c'est un thème qui est au cœur de ce que tu défends, c'est se dire que quand on regarde la forêt, tout est organisé, chacun a sa place en fait, et ils ne sont pas en train de se battre pour prendre la place de l'autre, chacun sait pourquoi il est là. Et peut-être c'est ça aussi la prochaine étape de l'humanité, c'est d'arriver à prendre chacun sa place sans être en compétition, mais plutôt reconnaître qu'on est un corps et chacun est une cellule en fait dans ce corps, et c'est comme ça que ça va s'harmoniser. Et le mot que tu aimes bien, l'harmonie. Et je trouve que ça va bien ensemble avec l'inspiration simplement de la nature, quoi. Ouais, il y a un terme pour ça, ce qu'on appelle Gaïa, le fait que la Terre soit une vie, soit en vie, et qu'on est tous un écosystème vital, co-organisé ensemble, etc., et avec le même battement du cœur. Moi, j'aime bien ce jeu de mots en anglais où Earth et Heart, c'est exactement les mêmes lettres, sauf que je change le H et tu le mets devant pour mettre, entre guillemets, l'humanité au service d'eux, quoi. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, tu as écrit un livre sur ce sujet pour trouver sa singularité.
Et si chacun est dans sa singularité, en fait, il n'y aura plus de compétition, en fait, puisque chacun est unique et a un message unique à transmettre, même si c'est dans la même dynamique, quoi. Mais c'est une approche différente. Donc, c'est des Puis, facettes d'une même pièce, quoi. ouais, et puis ouais, on devient tous des alliés humains en fait, ou des alliés du vivant. Tout à fait. Donc, Exactement. Et du coup, alors, comment c'est né ce concept de Chief Poetic Officer? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a émergé? Qu'est-ce que tu fais concrètement comme dans ton métier au quotidien? bah, ça prend la forme de... j'ai mis la plume au centre, et en fait de tout ce qui peut du coup s'organiser autour, mais ça va de faire des discours poétiques sur mesure pour ouvrir ou clôturer des conventions ou des événements en France ou à l'étranger. Je fais la même chose en anglais du coup. À faire des conférences sur comment réenchanter le monde en tant que leader poétique, où c'est des conférences expérientielles sur le pouvoir des mots, le pouvoir des rêves, le pouvoir d'être soi, où chacun va être amené à un moment donné à trouver son point génial, son mot-clé de vie, sa singularité, et ensuite écrire un poème à partir de là sur comment il ou elle souhaite contribuer à titre personnel à notre avenir collectif. Pour justement avoir cette dynamique-là de passer du jeu au nous et de ne pas commencer sur une feuille blanche. C'est pour ça que je leur demande toujours de trouver leur mot-clé de vie. Et puis et donc après, donc ils écrivent, et ensuite ils vont sur scène par volontariat où tout le monde passe, ça dépend du nombre de personnes qui attendent dans les ateliers, les keynotes, les conférences. Et en fait, c'est un spectacle humain absolument sublime. Mais je dis ça, je fais rien à ce moment-là, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment la beauté de l'humain qui se manifeste, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et en fait, tu vois les gens, tu vois, c'est comme si toi t'écris un poème, moi je vais le dire, je vais le déclamer, ça va être sympa. Si toi tu l'écris, tu vas sur scène, on va te voir trembler, vibrer, voire pleurer, voire vraiment, tu vois, t'illuminer, c'est ça qui est beau en fait. Et c'est pour ça que moi je fais jamais de concours poétique en fait. Je me garderais bien de juger un poème par rapport à un autre. Le but c'est que chacun puisse être soi en fait. Il n'y a pas de qui c'est qui va juger quoi en fait. C'est un exercice de style après, ok super. C'est pas le but en fait. C'est très secondaire. Après c'est très cool en fait pour créer pour arriver dans la poésie avec quelques règles, etc. Et puis pour créer des événements autour de la poésie. Mais quand tu reviens aux vertus vraiment de la poésie, moi je voudrais plus regarder juste comment chacun peut éclore en fait. C'est plus ça en fait. Et puis après ça donne aussi le goût de l'écriture. Ça donne aussi, en fait, ça te permet d'avoir l'audace d'être soi et de le retester ailleurs. On a vu qu'en fait, voilà l'accueil positif que j'ai quand je suis vraiment moi. Donc je peux le faire après dans d'autres sphères, etc. Et puis commencer chacun à poétiser le monde. Pas forcément, encore une fois, hein. Après, c'est des gens qui vont, je leur dis toujours, en fait, bah, n'hésitez pas à accrocher votre manifeste poétique, l'encadrer, l'accrocher à côté de votre bureau ou autre, l'envoyer sur les réseaux, ou le partager, ou envoyer un message de gratitude, de remerciement à vos équipes, ou juste utiliser un peu la poésie, puis même juste utiliser les mots, en fait. C'est pour ça que moi, je fais des discours poétiques qui sont versifiés, c'est mon style à moi, mais le but, c'est que chacun puisse faire des discours poétiques, poétisés, en fait. Dans le sens où, en fait, ouais, il y a des mots qui sont, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de l'ordre du merveilleux, de l'émerveillement aussi, ouais, qui t'apporte un petit supplément d'âme, qu'on soit pas juste en fait la tête dans le guidon sur un truc pragmatique, mais ouais, qui a un peu de prise de hauteur, qui a un peu de philosophie aussi dessus, qui a un peu ouais, de grandeur d'âme en fait. Donc pour être en phase avec le cap initial qu'on s'était fixé, qui est quelque chose de noble et pas juste un truc perso ou autre. Donc ça, et après je suis aussi plume pour des dirigeants, et puis je fais aussi beaucoup d'ateliers aussi avec des enfants, d'autres choses, etc. Et donc c'est très varié, que ce soit à la fois sur l'éveil de la créativité, sur le team building, sur le fait de la prospective aussi pour faire atterrir de nouveaux imaginaires aussi, des nouveaux récits pour demain. Et donc ouais, en fait c'est puis après je sais pas, on m'a demandé de faire des vœux poétiques pour une vidéo de début de l'année. Enfin c'est très varié en fait, ça dépend des projets. Donc c'est tout ce qui a trait à la poésie en fait. Donc, Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, cette idée de finalement écrire en étant connecté à son cœur. Parce ouais. que si on veut toujours faire des belles phrases, réfléchir tout, on est dans le mental et on n'est plus dans quelque chose de spontané. Donc c'est arriver justement à comprendre comment ça marche, mais rester connecté à son cœur pour transmettre quelque chose qui est de l'âme en fait. Absolument. J'ai une très bonne phrase, justement, c'était dans un film que j'avais vu là, qui s'appelle À la rencontre de Forrester, avec Sean Connery, où lui accompagne un jeune dans son processus d'écriture à l'école, etc. Et en fait, il lui donne, c'est la seule règle que je donne du coup moi, en atelier, c'est que écris avec le cœur et relis avec ta tête. Je trouve ça très bon en fait, c'est le côté écriture intuitive en fait. Tu as déjà un premier mot, du coup, écris à partir de là, tu vois ce qui sort et après tu le filtreras, tu le censureras si tu as envie, dépendant de ce que tu as envie de donner comme part de ton intimité, si ça colle à au lieu où tu dois déclamer
ce poème-là ou autre, c'est d'abord d'écrire, en fait. C'est ça, en fait, le but, c'est un truc un peu libérateur à la base, en fait. Tu vois, c'est comme un journal intime, en fait. Donc, euh, donc c'est beau de l'utiliser comme ça, ouais. Et du coup, tu as parlé un peu de ton parcours, de la connaissance de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement tu es arrivé à trouver cette mission de vie personnellement en fait sur ton chemin? Bah, alors, le deuxième tour du monde, justement, comme j'en avais déjà fait un, je me suis dit comment est-ce que je fais quelque chose de complémentaire. À ce moment-là, j'avais 32 ans aussi. Et sachant que le premier, c'était vraiment quelque chose, donc c'est Air France qui m'a offert des billets parce que j'avais un vol surbooké, 4 jours d'affilée, donc ils m'ont offert des bons de vol Air France chaque jour. Et en gros, au bout de 4 jours, ça faisait suffisamment de bons de vol pour avoir accès à un billet tour du monde de 15 destinations. Et à un moment donné où je venais d'être diplômé, je cherchais un travail, donc c'était un cadeau du ciel et qui m'ont en fait envoyé un peu en mission quelque part sur ce truc-là. Et donc ça a changé ma vie en fait, ma vision de la vie et puis ma vie en fait, juste mon parcours de vie. Et j'ai découvert là-bas à la fois la notion de plénitude. Donc tu vois, quand tu es pendant un an en train de voguer entre des rencontres extraordinaires, des paysages splendides, et tu vois, tu rentres dans ouais, une notion ouais, pas de joie ni de bonheur, mais vraiment de plénitude. Ça, et puis il y avait le côté aussi, ce qu'on appelle l'overview effect pour les astronautes, qui en fait qui voient dans l'espace en fait la Terre comme une. Là, tu l'as en fait quand tu fais un tour du monde dans un laps de temps très court, tu vois toutes les cultures de l'humanité, ça te donne un petit peu cette sensation de l'unité de l'humanité. L'unité qui étant des lettres cachées dans le mot humanité d'ailleurs. Et en fait, donc ça te fait vraiment ressentir ça, mais pas juste mentalement, mais genre, ressenti qu'on est tous unis, qu'on peut tous créer un monde ensemble. Et puis aussi, il y avait la notion de l'absence de temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu voyages pendant un an, tu n'as pas de montre et il n'y a pas de notion de temps. En fait, tu vas de pays en pays, etc. Et d'ailleurs, je passais mon temps en plus à appeler Air France pour décaler mes vols ou les avancer, surtout les décaler d'ailleurs, parce que j'ai envie de rester un peu plus longtemps ici ou autre, etc. Et en fait, c'est beau en fait d'avoir un total lâcher prise en fait là-dessus. Et donc ça va vraiment profondément changer. Donc le deuxième, je me suis dit comment est-ce que, encore non, celle-là pour le coup, c'était les Miles Flying Blue que j'avais accumulés d'Air France, parce que je voyageais beaucoup chez Microsoft notamment, etc. Et en fait, je m'étais gardé en cas de besoin d'un plan B dans ma vie, quand j'arrivais à un carrefour des possibles, ou si j'avais envie de repartir, je pouvais partir. Donc j'avais gardé genre 4 ans des Miles Flying Blue, ce voyage-là qui était prévu si besoin, si envie, etc. Et donc quand j'ai quitté Microsoft, après j'avais co-créé plusieurs startups, et en fait on m'a vendu une, revendu et fermé l'autre. Et en fait je suis arrivé à un moment donné où j'avais à nouveau ce temps disponible, et je suis reparti et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire différent du premier? Et en fait là, du coup je l'ai appelé une Odyssée humaine, et les 12 travaux d'Hercule, mais des reculs de l'art de vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut se changer soi pour ensuite changer le monde. Sans savoir ce que j'allais faire, j'avais pas encore du tout trouvé ma voie poétique en tant que telle. Et c'est du coup une série de 12 expériences humaines pour essayer de trouver ma voie, justement. Et comment on peut changer soi avant de changer le monde aussi. Tu vois, parce que c'est souvent, quand tu vois tous les start-upers de la Silicon Valley qui changent le monde à travers des applis, etc., avec des communautés mondiales, etc., qui n'ont pas fait ce travail, en fait, de là, en fait, comment est-ce que leur application est en service de quelque chose de plus noble pour améliorer le sort de l'humanité, etc. Donc, comment tu changes le monde, et c'est Rumi qui disait ça, avant j'étais intelligent, je voulais changer le monde, et maintenant je suis sage, je dois me changer moi-même. Et bref, et donc c'était 12 expériences humaines. Ça allait d'une expérience d'une université spirituelle au Guatemala, d'aller donner des cours de poésie. D'ailleurs, c'est mes premiers cours de poésie à des enfants esclaves des mines à Potosi, en Bolivie. Aller aux îles Galapagos pour voir la théorie de l'évolution des espèces de Darwin sur place. Aller enregistrer de la musique aussi au Mexique avec un compositeur mexicain. Aller construire un bed and breakfast aux Philippines en mission humanitaire, aller en Iran pour voir le monde musulman de mes propres yeux là-bas aussi, aller escalader le Kilimandjaro pour le dépassement de soi physique, aller faire un safari dans le Serengeti pour voir l'harmonie de la jungle avant l'arrivée des êtres humains, et aller sur les traces de Mandela en Afrique du Sud pour s'inspirer des icônes de l'histoire. Bon, il y avait 12 expériences comme ça. Et en fait, et de ça, en fait, j'en ai ressorti un petit peu l'émerveillement de toutes ces expériences-là, de comment est-ce que ça a pu m'élever ou me faire grandir, et puis me préciser aussi, moi, le fait de, quand tu as envie de changer le monde, tu as envie de sauver le monde, etc. Ouais, mais très bien, mais c'est quoi, toi, comment tu le fais, en fait? Comment est-ce que je crée un monde plus harmonieux? Et en fait, moi, justement, mon entrée, du coup, ça a été trouver cette singularité-là, de trouver, moi, j'ai envie de le faire par le réenchantement poétique
et donc par la poésie. Et du coup, je dis, ok, si je prends la poésie comme pilier, comme élément fondateur, à partir de là, pour rayonner, qu'est-ce que je peux faire avec? Et d'où le côté après, connecter les dons, de passer de ça, ok, je connais aussi le milieu de l'entreprise aussi, ou qui est un milieu aussi qui a beaucoup d'impact aujourd'hui. Donc comment est-ce que justement changer un petit peu le cap des entreprises, des leaders, des dirigeants, et puis aussi regarder un petit peu tout ce que j'avais pu vivre aussi ou apprendre comme développement aussi spirituel ou culturel, ou enfin développement personnel ou relationnel, pour essayer d'arriver avec quelque chose qui puisse permettre un voyage qui puisse permettre aussi un voyage initiatique. Et c'est ça, en fait, une conférence, c'est comme ça que je le vois, quelque chose qui crée des déclics humains décisifs, ou définitifs, pas définitifs, mais qui crée vraiment quelque chose un changement intérieur profond, juste parce que tu vas vivre, en fait, à ce moment-là, en fait. Donc, Bah dis donc, t'en as vu des choses. ouais, je suis content, ouais. Je suis content, ouais. Et alors maintenant que tu as vu tout ça, c'est quoi ton monde idéal? Tu le vois comment, le monde que tu aimerais voir se créer au fur et à mesure de l'avancée de ta vie? Bah, un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, c'est-à-dire un monde plus harmonieux, plus fluide, plus beau, plus gentil, en fait. Pour revenir, tu vois, la gentillesse qui n'est pas une faiblesse aussi. Il y a un beau, en anglais, mankindness, kind, c'est-à-dire gentil aussi. Et puis, ouais, avec un monde un peu plus de douceur, d'empathie, ouais, plus connecté au vivant, plus vert. Pour ça, je parlais du silence. J'aime bien aussi, moi, la contemplation aussi de la nature, d'un horizon, etc. C'est, ouais, d'être dans de la beauté, en fait. Dans de la beauté poétique, ça te permet ouais, d'avoir envie de faire le bien aussi après, tu vois. Et donc, ouais, je vois un monde, ouais, un monde un peu vert, un peu connecté au vivant, ouais, où il y a de l'amour et de l'harmonie, quoi, et de la paix, en fait. Donc, Et en tant qu'artiste, poète, quels sont tes challenges au quotidien? J'imagine que tu dois peut-être en rencontrer parfois. C'est quoi les choses les plus difficiles à vivre en faisant ce que tu fais? bah, après, c'est le côté artiste où moi, je viens du monde, en plus, j'étais salarié avant, donc c'est assez simple. En fait, tu as un parcours qui est tracé, tu as ton salaire qui est fixé, tu sais comment organiser ta vie, etc. Entre guillemets, enfin, après, tu es aussi enchaîné à ce que tu fais, hein, mais là, à l'inverse, j'ai une pleine liberté de temps, d'organisation, etc. Mais tu vis avec ton côté, tu vis pas au jour le jour, mais tu vois, tu vis avec aussi, je sais pas de quoi demain va être fait. Donc, quand tu as des responsabilités aussi, quand tu as une vie de famille ou autre, etc., comment tu gères un peu tout ça. Donc, mais non, je suis content en fait parce que j'ai, pour l'instant, aujourd'hui, réussi à trouver un équilibre de vie que j'aime beaucoup, où je vais travailler une partie de mon temps sur ma mission poétique. Je vais avoir du temps aussi libre pour jouer avec ma fille, pour ma vie de famille, etc. Et puis aussi pour développer d'autres choses, aussi repartir un petit peu voyager ou même juste développer de nouvelles choses et puis prendre le temps aussi de la vie aussi. Donc, là, je suis content. Là, je reviens d'Éthiopie, où j'étais parti pour les dialogues en humanité, qui est un très bel événement justement sur la paix, sur le côté dialogue ethnique, religieux, culturel ou humain, juste comment est-ce qu'on peut se parler sous forme d'agora, en forme de cercle, pour que tout le monde puisse avoir son mot à dire pour justement coécrire le monde de demain. Et donc c'est quelque chose qui a lieu à Lyon tous les ans et qui est aussi présent dans pas mal de pays francophones. Et donc c'était très beau en fait de voir la richesse multiculturelle en action, comment est-ce qu'on peut chacun dans nos richesses humaines aussi, tous avoir un mot à dire, une part de problème à exprimer, mais aussi une part de solution aussi, et puis ouais, comment dessiner le monde que l'on souhaite voir advenir demain. Et quel conseil tu donnerais justement à une personne qui aspire à créer un métier à son image, qui ne se sent pas en phase justement avec ce système établi et qui aimerait créer quelque chose de plus aligné en fait et sortir des sentiers battus? Ce serait quoi tes conseils? Bah, il y a deux choses, c'est que il y a soit la reconversion totale, vers vraiment ton projet de vie, de cœur, de rêve, etc. Mais en attendant, et même en parallèle, il y a toujours ce truc-là déjà, en fait, ce que tu fais, comment est-ce que tu pourrais le personnifier davantage? Le poétiser, le singulariser, comment est-ce que tu peux mettre plus de toi dedans? Et ça, dans mon livre Trouver son point génial, il y a un des trucs où je propose de faire un bilan de soi, pas un bilan de compétences, mais un bilan de soi. Comment est-ce que tu t'établis tes savoir-être, tes qualités, tes passions, etc. Et ensuite tes savoir-faire, tes rêves, tes envies pour le monde, etc. Et de regarder comment est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, tu pourrais mettre des talents cachés que tu as, ou un peu, tu vois, changer ton titre de poste, changer ta job description, comment est-ce que
ouais, tu puisses te réaliser un peu plus davantage dans ce que tu fais, en fait, en le singularisant déjà ça. Et si ça marche pas, ou tu veux faire autre chose, et même en fait en parallèle, développer un projet de vie même à plus long terme, parce que ça, les projets, mine de rien, ça n'arrive pas en un claquement de doigts, ça prend du temps à être mûri, et puis maturé, etc. Et puis que ça prenne, en fait, tu vois, même quand tu crées une entreprise ou une startup, ça prend souvent 1 an pour que ça se développe, en fait. Donc c'est cool de le préparer en ayant aussi un travail à côté pour que tu n'aies pas le côté alimentaire à gérer. Donc ouais, c'est travailler un peu sur ces 2 plans-là et puis de regarder déjà, en fait, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est pour ça que déjà, c'est quoi ton mot-clé de vie, en fait? C'est quoi toi, ta singularité? Tu sais, il y a un très beau concept aussi sur l'ikigai, qu'on appelle l'ikigai en japonais, on appelle ça ta raison d'être, ta joie de vivre, etc. C'est une manière de trouver ta voie où, en fait, tu vas en gros prendre ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Pour trouver quelque chose, en fait, qui puisse remplir un petit peu cette quadrature du cercle. Donc déjà, mais ça part déjà de toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ensuite, comment tu peux le faire? Et est-ce que ça répond à un besoin du monde? Et si ça ne répond pas tel quel à un besoin du monde, comment est-ce que tu peux le faire en sorte que ça s'aligne par rapport à, OK, si déjà je peux avoir ça, comme ça me permet déjà d'en vivre, et puis après, commencer à semer des graines aussi ailleurs, etc. Donc ouais, c'est un cheminement de petits pas. Donc déjà, commencer puis de faire des choses, en fait. C'est aussi de tester les choses pour voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et puis pas juste être dans le rêve, mais aussi dans le côté action. Ouais, ça me correspond, bah, très bien, je vais aller là-dedans. Et puis en plus, c'est aussi en faisant les choses qu'elles apparaissent. C'est-à-dire que c'est pas en restant chez soi sur ton canapé, c'est aussi en allant voir des conférences, en ayant un mentor sur tel sujet, aller rencontrer des experts, etc., pour nourrir des relations, un réseau, et puis pour que telle personne te recommande telle lecture, que tu découvres un nouveau pan de ce domaine d'application que tu connaissais pas, etc., et pour ensuite ouais, devenir un expert, et ensuite toi faire ensuite toi ta propre synthèse de ça, qui donc va être singulière, en fait, parce que personne n'a la même expérience de vie, les connaissances du monde que toi. Donc c'est vraiment ce chemin-là. Moi, en vrai, ça m'a mis ouais, une bonne dizaine d'années, en fait, pour trouver ma voie. Parce que j'oscillais entre des épisodes de vie assez différents, mais en gardant toujours, en fait, comme horizon déjà une employabilité pour essayer de regarder quand même que je puisse toujours tomber sur mes pattes. Et puis aussi, en fait, c'est le côté sérendipité, en fait, où tu vas prendre des choses. C'est un peu le côté Connect the Dots. C'était le truc de Steve Jobs où lui, en fait, pour lui, c'était des compétences en informatique et une passion pour le design qu'il avait. Et cette passion pour le design qui a créé la singularité d'Apple, qui a été justement le fait que l'iPhone ou l'iMac sont des œuvres d'art, entre guillemets, par rapport à un PC classique. Parce qu'il a justement ces touches personnelles-là. Donc c'est comment toi, tu arrives dans ce que tu as envie de faire. Ah, ok, je vais être coach, par exemple. Ok, coach, mais comment ça va être quoi ta singularité? C'est quoi dans ce que tu vas créer, etc. C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que... Et puis à partir de là, ce que tu vas créer, en fait, on va te sentir beaucoup plus vibrer dedans, parce que tu vas voir justement ce que je disais tout à l'heure, en fait, un boulevard en fait infini de possibilités. Tu vois, de créer aussi ta marque personnelle ou ton envie, ton univers personnel, qui va être vraiment le tien, en fait. Personne d'autre aura le tien. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est là où on va, ok, mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, toi aussi, mais je veux dire, en fait, on a envie de savoir, en fait, du coup. Et du coup, c'est ça qui est beau aussi. Moi, c'est ça qui m'avait plu dans notre rencontre aussi avec toi et Poésia, c'est que cette fougue aussi que tu as de créer, de poétiser de manière tout azimut, en fait, le monde. Et de tester, en fait. Tu testes des choses et c'est génial, en fait. Ouais, c'est exactement. Bah, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis parce que j'ai vraiment créé Poésia à partir de qui je suis. Je me suis dit quels sont mes dons et mes talents et bah, en fait je suis partie j'avais plus forcément d'argent à investir dans une entreprise et du coup je me suis dit bah, qu'est-ce que je sais faire? Et en fait c'est partir de là, on est une terre fertile et aller voir justement découvrir ce qu'on a offert au monde et puis à partir de là on peut créer quelque chose d'unique comme toi tu as fait. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi des personnes à le faire parce qu'on a besoin d'être entouré, c'est pas toujours évident d'être seul. Donc, moi, je crois beaucoup au mentoring et à cette idée d'expérimenter à plusieurs, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler justement d'un film ou d'un livre qui t'a impacté pendant ton parcours et qui a eu un effet justement sur ton changement de vie? Il y en a plein de belles lectures aussi autour du monde quand je voyageais, parce que j'ai trouvé aussi des livres tu vois, des livres sur le Dalai Lama, Livre rouge, même il y a un livre que j'adore, c'est d'Edgar Morin, Amour, poésie et sagesse. Mais non, je vais te donner un film, Le Cercle des poètes disparus. Okay. Je suis obligé. Je suis obligé. En plus, je viens d'aller le voir aussi au théâtre, là, parce qu'ils sont en train de le jouer sur scène, et c'est divin et magistral. Donc, ils ont réussi même à sublimer le chef-d'œuvre du film. Donc, je recommande vraiment à tout le monde d'aller le voir. Et ouais, ouais, parce que il y a beaucoup de choses à l'intérieur en fait de ce film-là. Il y a le côté
Il y a le côté de revenir à l'essence de ce qu'est la poésie, de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on vibre. C'est effectivement, c'est pas forcément pour des métiers, mais c'est vraiment pour la poésie, la philosophie, la beauté, etc. Le fait d'avoir l'audace de monter sur, je vais pas taper sur la table, mais de monter sur la table et vraiment être soi et de scander en fait ce que tu as comme vérité pour le monde, d'avoir le côté collectif de pouvoir ouais, créer, faire cœur ensemble en fait pour pouvoir inventer une société de demain et puis aussi de regarder sur le côté éducation en fait, éducation des enfants, comment tu prépares des nouvelles générations en fait à laisser libre cours à leur imagination, à ce qu'il ou elle a envie de faire en fait. Pas ce que les parents ont envie de faire, que eux fassent, mais que chacun puisse avoir la liberté créatrice ou la liberté d'être en fait. Et je trouve ça, c'est un très très beau message. Moi, j'ai un cercle des poètes qui s'appelle le Cercle des poètes apparus, justement pour réapparaître aujourd'hui dans les temps modernes. Et ouais, c'est un très beau message, en fait, encore une fois, hein, d'être soi et puis d'être ouais, dans le côté fluide de, de, de vivre ses rêves aussi. Et est-ce que tu as un mentor ou une personne qui t'inspire particulièrement, qui poétise le monde à son échelle? En fait, je regarde plus qui sont des leaders poétiques qui m'inspirent, tu vois. Et quand je regarde, que ce soit présent ou passé, tu vois, ouais, c'est quoi des leaders poétiques en fait, tu vois, je pense à John Lennon, je pense à Mandela, à Gandhi, à Martin Luther King, tu vois, des personnes qui ont réussi à changer le monde et avec ce côté grandeur d'âme de créer un mouvement aussi ou jouer aussi avec les mots aussi, avec la musique aussi, mais tu vois, créer des hymnes aussi pour le monde, comme imagine John Lennon, ce discours un petit peu de I Have a Dream de Martin Luther King, ce parcours de vie de combatif de Mandela qui est passé 27 ans de sa vie en prison et ensuite qui a eu un rôle politique de réunification de son pays, ou de Gandhi de créer un mouvement avec un milliard enfin, c'était pas un milliard à l'époque, mais tu vois, d'êtres humains. Ouais, je trouve que c'est des belles personnes en fait qui sont en fait dans le don de soi. Et puis, je regarde un truc aussi qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est le militantisme. Tu vois, et parce que je pense qu'il y a un côté où on revient, entre guillemets, on revient à la rue, mais au truc, en fait, ouais, du combat de vie, en fait, de changer les choses. Tu vois, et puis, j'aime bien me connecter aussi, moi, aujourd'hui, aux militants, même écologiques, tu vois, de Camille Etienne, Félix Barca, etc., où c'est des gens qui sont dans la fougue aussi. Je parlais de ça pour toi tout à l'heure, mais tu vois, c'est la fougue de tout est possible, en fait. Et on va enfoncer toutes les portes, etc. Et en fait, je trouve ça beau, en fait, comme énergie. On a besoin de cette énergie-là, en fait, pour changer le monde et puis créer un mouvement ouais, et puis changer le statu quo, en fait. Parce qu'à un moment donné, ouais, c'est comment tu démodes le monde, comme disait Bernard Werber, et puis comment ouais, arrives à transcender le réel, en fait. Donc c'est ce côté révolutionnaire-là, même de Bob Marley aussi, il y a son film là en ce moment, tu vois, le côté One Love aussi, mais le côté, ouais, comment tu es un vrai révolutionnaire, en fait. Comment tu arrives avec le poing en l'air, en fait, pour pouvoir changer les choses, en fait. Donc ouais, c'est ça qui m'inspire, ouais. Bah, merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut te retrouver pour les personnes qui ont été inspirées par tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui? Ouais, bah sur Vincent Avanzi sur les réseaux sociaux, ou sinon j'ai un site internet vincentavanzi.com, ou sinon mon site où je mets tout ce que je fais en voyage, en poésie, etc., ou en discours poétique, s'appelle Odyssée humaine. C'était le titre du coup de mon tour du monde, et donc une odysséehumaine.com, et vous avez plein de vidéos de voyages poétiques dessus. Et ouais. Très beau texte d'ailleurs, Merci. que j'ai pris plaisir à écouter et à lire. Et ben écoute, merci beaucoup pour ce partage qui était très poétique. Si vous aussi, comme Vincent, vous avez envie d'exprimer pleinement votre singularité et votre potentiel créatif, mais que vous vous sentez peut-être un peu seul et que vous avez envie d'être entouré, eh bien sachez qu'au sein de Poésia, on vous accompagne autour de la connaissance de soi pour créer votre projet de vie entrepreneurial, artistique, qui soit au service du vivant, l'humain et l'environnement. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance exploratoire pour vous découvrir toujours plus. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le et partagez-le pour inspirer d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de la sortie de nos prochaines rencontres poétiques. Pour en savoir plus sur Poésia et nos accompagnements, retrouvez-nous sur notre site poesiavision.com. Prenez soin de vous et souvenez-vous que si ce monde ne vous correspond pas totalement, vous avez le pouvoir de poétiser le monde en créant le vôtre. À bientôt!